quelle question exactement. Déjà, effectivement, aujourd'hui, la Constitution, on ne sait pas elle est à quel niveau. On entend, on nous sort des bribes de cette Constitution, avec des, comment on appelle, des parties aussi importantes que la forme législative, la représentation nationale. Donc on nous annonce un parlement bicaméral. Aboubacar Condé, Lamine Moniouma Sissé, Sanso Barry, Sékou Keïta, Baïla Traoré, Cheikh Sadi Boundoy et Habib Marouane. vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi De 17h à 19h dans ORLM. votre émission de décryptage et débat De Joma Media. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission On refait le monde de ce vendredi 10 mai 2024. Le 5e dernier numéro de la semaine. Vous nous suivez à travers le monde via le satellite Amos 17K U-band et sur le réseau synchronisé de nos antennes de l'intérieur du pays. Le Premier ministre chef du gouvernement a animé une conférence de presse, une rencontre au cours de laquelle Amadou Ouriba est revenu sur plusieurs aspects de la vie sociopolitique de notre pays, du dialogue au retour, dialogue politique donc, de notre pays, du dialogue social au retour à l'ordre constitutionnel, en passant par la situation jugée inacceptable que traversent des médias guinéens. Le chef du gouvernement s'est prêté à un exercice de séduction pour convaincre l'opinion. La balle est dans le camp de la presse. C'est à la phrase que le Premier ministre a lâché en réponse à la question posée par un de nos confrères, collègues. Sékou Keïta, en quoi la balle est dans le camp des médias? Amadou Ouriba a-t-il voulu esquiver une question dont la réponse avait connu une certaine rassurance lors de la dernière rencontre entre la presse et le Premier ministre à la primature? À quoi joue le Premier ministre, chef du gouvernement, ou encore certains patrons de presse dont les identités n'ont jusque-là été déclinées malgré la demande persistante d'une bonne partie de cette même presse? Autant de questions qui suscite le débat pour ce premier pan de l'exposé d'Amadou Ouriba. Ce que nous faisons, ce n'est pas simplement une passation du pouvoir, c'est l'un des arguments brandis également par le chef du gouvernement pour justifier la lenteur observée dans le processus pour le retour à l'ordre constitutionnel. Sur la mise en place d'un nouveau cadre de dialogue, le Premier ministre opte pour la prudence et dit qu'il va se référer au président de la transition. Ces réponses font réagir déjà des acteurs de la société civile guinéenne. C'est le cas de Abdoul Sako, coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée. Il sera avec nous dans cette émission. Aussi, l'actualité, situation de détresse des Guinéens vivant en Égypte. Le sujet nous intéresse également dans cette émission. Plusieurs d'entre eux ont manifesté leur candidature pour le retour au Bercail après plusieurs jours de panique causée par la mort d'un Égyptien à Kissoudjougou, à Printemps. C'est dans ce contexte d'ailleurs que les ministres Maurice Sanda Kouyaté des Affaires étrangères et de Bachir Diallo de la Sécurité ont rencontré l'ambassadeur de l'Égypte en Guinée. Est-ce pour aplanir la situation et éviter un incident diplomatique? Pour en parler, nous aurons comme invité dans la deuxième partie de cette émission Mamadou Sékou Barry. Il est le directeur général des Guinéens de l'étranger, avec moi dans ce studio et sur ce plateau comme tous les vendredis soirs pour décrypter, analyser, commenter tous ces sujets inscrits à l'ordre du jour. Baïla Amadou Traoré, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Prêt pour la révolution? Elle est globale et multiforme. Alpha Mamadou Dia, bonsoir. Alors bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission. Merci. Sékou Keïta, bonsoir. Bonsoir Ndoye, bonsoir au peuple de Guinée qui est très résilient. Bonsoir à tous les Guinéens qui vivent à l'étranger. Bonsoir à ceux qui fournissent suffisamment d'efforts en ce moment sur
les réseaux sociaux pour pouvoir suivre cette émission. Bonsoir à ceux qui sont jusque-là déterminés à nous fatiguer, à nous brouiller à l'interne et à nous empêcher même de communiquer à Djoma, parce qu'aujourd'hui, c'est encore très grave. Vous ne pouvez pas, je dis bien, appeler à partir de la cour de Djoma. Je ne sais pas exactement ce que cela rapporte à la personne qui appuie sur ces boutons ou qui est à l'œuvre. La dernière fois, il y avait un acteur d'une grande ONG de défense des droits de l'homme qui, de passage, nous a rendu visite. Eh bien, dans les échanges, on parlait de la situation. Je lui ai dit ce qui est encore très grave et qu'on aborde peu dans les médias, c'est la situation liée justement au brouillage qui n'a rien à voir avec nos ondes. Je dis, dans la cour de Djoma, aujourd'hui vous êtes à Djoma, vous ne pouvez pas appeler. Et bon, il a ironisé, il pensait que c'était une sorte de surenchère. Effectivement, il avait son téléphone à main. Pendant qu'on parlait de façon subtile, il vérifiait. Quelqu'un l'a appelé. Il vérifiait, non, pas appelé, il vérifiait. Il a pris son téléphone, il parle, mais il ne voulait pas que je me rende compte en fait. Il a pris son téléphone, il a composé carrément le numéro de l'un de ses collègues. Eh bien, ça ne passait pas, ça a rejeté. Ndoye, tenez-vous bien, lorsqu'il a insisté, c'est le réseau même qui est parti. C'est-à-dire, il a appelé le numéro une fois, deux fois, ça a rejeté. La troisième fois, le numéro de son le réseau dans son téléphone, passait même pas, ça a rejeté. c'est le réseau même qui a sauté. Donc le réseau a refusé. Il me dit, ben, j'étais en train de tenter pour vérifier. Il dit, mon téléphone même, il dit, ça sort même aucun signal. Eh bien voilà, c'est la même situation, ça sort aucun signal. Donc il m'a montré cela. C'est pour dire combien de fois on est dans une situation qui... la crise, elle est vraiment multiforme. Elle est multiforme. La frustration atteint un niveau très élevé dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Et ça devient vraiment inquiétant. Parce que la mission principale, en tout cas d'un gouvernement ou d'un régime en place, c'est d'abord servir le peuple, c'est de soulager la population, mais pas aggraver vraiment la précarité dans laquelle le citoyen ou la population vit. C'est vraiment triste. Mais j'insiste en termes de biscuits, ce sujet, ça me tient à cœur. Je l'évoque, ça va être peut-être la troisième fois. Et je vais continuer en guise d'alerte à en parler pour qu'on prenne des mesures nécessaires. Vous avez vu avec les grandes pluies d'avant-hier et hier, il fallait voir non seulement certaines ruelles, mais dans certains quartiers, c'était autre chose. Vous ne pouvez pas sortir tant qu'il pleut. C'est-à-dire vous ne pouvez pas. Oui, hier il y a une forte pluie, ça n'a pas duré. Oui, mais après, pour votre propre sécurité, vous ne pouvez pas sortir. Oui, et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Vous venez, vous voulez rendre visite à quelqu'un et après on vous dit, monsieur, il faut attendre peut-être 2 heures ou 3 heures durant, où il y a de ces ruelles, vous-même, vous venez, vous voyez comment les jeux de ruissellement traînent les ordures et c'est tellement profond. Et c'est risquant. Hein. Les jeunes du quartier vous appellent pour vous dire, monsieur, il faut attendre au moins une heure de temps. Sans oublier les câbles et les cuics. Hein. Vous imaginez? Oui. Et ça, c'est parce que on n'est plus dans la prévention. On a dit que les grandes pluies à Conakry, c'est les inondations. Les inondations qui, en partie, s'expliqueraient par, justement, soit les eaux de ruissellement, les canaux qui sont bouchés, ou les gens sont... la construction anarchique. Mais tout ça, c'est quand même la responsabilité de l'État. Ceux qui construisent dans les bas-fonds, encore une fois, l'État... C'est parce que l'État, on va dire, l'État a failli. Les caniveaux et autres qui sont bouchés et on sait... C'est au vu et au su de tout le monde, c'est bien évidemment. Et la question... Ça veut dire que l'État est au courant. Et la question ça ne réagit pas. Et la question des ordures qui avait été évoquée récemment dans cette émission. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que les choses ne sont pas aux arrêts? Mais au niveau pratiquement de l'ensemble de ces bacs à ordures, en tout cas, je ne dis pas demain, mais au moment où je parle, allez-y voir. Tout est rempli et puis les ordures à terre, je ne sais pas. Est-ce que le service ne fonctionne plus? On en a parlé hier. Oui, mais habituellement, lorsque vous en parlez, la nuit, il y a une opération tout de suite et puis le matin, vous avez même l'impression que vous avez menti. Mais en ce moment-là, le problème, il existe. Et hier, avec ces eaux de ruissellement, on a drainé ces ordures un peu partout et ça créait ce que ça créait. Je crois que, sincèrement,
il faut vraiment qu'on essaie de revoir cette situation pour nous. Parce que c'était des fines pluies, hein, ce ne sont même pas des grandes pluies. Et donc, quand il y aura des grandes pluies, pas de temps, hein. et quand il sera... Sauf que hier, quand on parlait des grandes pluies... Oui, non, mais Ndoye, on sait qu'à Conakry, quand même, il y a des moments, on connaît mieux, où la pluie peut faire pratiquement plus de 6 heures de temps, vraiment, il pleut. Mais quand il pleut 10, 20, 30 minutes, je n'appellerai pas ça une grande pluie. Donc, il faut vraiment que l'État se bouge, qu'on prenne des mesures dès maintenant pour éviter chaque inondation qu'on compte en dénombre des cas de mort. Il faut vraiment qu'on évolue sur cette question-là parce qu'on en a quand même les moyens, on en a la possibilité. Il faut juste mettre en place une bonne stratégie. Ça, au moins, ce n'est pas politique. Ça, au moins, ça ne demande pas, si vous voulez, qu'on déplace une montagne. Il faut vraiment... que sur ce point-ci, que l'on se rende compte que l'État existe pour nous protéger. Oui, que l'État existe pour nous protéger en attendant l'arrivée de Tierno Amadou Mboni. Camara, Alpha Mamadou Diallo. Moi, je voudrais simplement... C'est l'introduction de M. Keïta. Enfin, quelle est l'inquiétude de M. Keïta? Il considère que le gouvernement guinéen est un gouvernement normal. C'est pas pourquoi il pourrait être dans une certaine logique. En fait, c'est même ce qui était... Du coup, c'est pas lié au coup d'État. Du coup, il faut laisser les populations comme ça, il faut les sacrifier. Alpha. Mais c'est ça la vérité. On est sacrifié, il n'y a pas de route. Et généralement, toutes les routes qui avaient été commencées... Il ne faut pas décourager, on peut amener nos gouvernants à faire mieux quand même. Il faudrait quand même qu'on dise, parce que dès qu'on parle des autres pays, le Guinéen voudrait se comparer, ça va à la République de Guinée. Il faudrait que si on veut que ça marche, que nous comparons aux autres qui ont réussi. C'est ça la vérité. L'histoire, elle se répète de cette façon-là. Et nous, c'est dans le mauvais sens. C'est dans le mauvais sens. Quand on dit l'Internet est coupé, on dit quand vous partez aux États-Unis, on a coupé TikTok. Je voudrais simplement rappeler ceci. Je me rappelle quand on a dit que l'enseignant guinéen était mal payé. On dit pourtant en Gambie, les gens c'est toujours en retard. Quand on veut augmenter le carburant, on compare là où c'est plus cher. Oui, mais bien sûr. Vous comprenez un peu cette logique où c'est des gens qui pensent à eux seuls. Quand c'est pour que nous ayons des conditions meilleures de vie, là on ne compare pas aux autres et finalement quand vous êtes ministre, vous êtes logé où il y a le courant, il y a tout. En fait, il y a des Guinéens qui dépassent les autres. Mais en fait, ce que je voudrais en termes de résumé et pour terminer, le coq qui n'a pas pu pondre les œufs ne pourra pas uriner. C'est pas possible. Il n'y a pas compris. Voilà. Il a poule alors. Donc le coq, il n'est pas à même de pondre des poules, on lui demande d'uriner. Et c'est le gouvernement guinéen, c'est la même chose. Ça, c'est Alpha Mamadou. C'est un proverbe. Alors, oui, c'est un proverbe. La poule, quand même, ne peut pas pondre, ne peut pas uriner. On va lui demander d'uriner, c'est compliqué. C'est compliqué, oui, ben là. Ou bien vous n'avez pas, on va évoluer. Non, on va évoluer. On va évoluer, d'accord. Alors, la situation, on le disait donc avec du pays, avec cette conférence de M. Bahouri, premier chef de gouvernement, qui a conféré avec les médias, aujourd'hui encore cet après-midi. Le Premier ministre, qui au cours de cette rencontre, est revenu sur plusieurs aspects de la vie sociopolitique de notre nation. Je le disais tantôt dans l'introduction, du dialogue social au retour à l'ordre constitutionnel, en passant par la situation jugée inacceptable par les médias guinéens. Et bien, donc, le chef du gouvernement s'est prêté à cet exercice de séduction pour convaincre l'opinion. La balle est dans le camp de la presse. C'est la phrase que le Premier ministre a lâchée en réponse à la question posée par Sékou qui était d'ailleurs présent ici dans ce studio. On va aller avec la régie, si elle est prête, pour suivre ce premier extrait de M. Bahouri, chef du gouvernement. Et ensuite, derrière, on revient pour le décryptage. On estime que le processus du dialogue politique a été un processus qui n'a pas été du tout facile et qui a impacté les médias. Mais la balle est de votre côté. On a fait ce qu'il fallait faire. On vous a reçu. On vous a dit allez approfondir le cadre que vous allez mettre en place en toute indépendance, c'est-à-dire le cadre d'autorégulation que vous-même vous avez décidé de mettre en place. On vous attend. Donc, ce n'est pas du côté du gouvernement, c'est de votre côté qu'il y a des lenteurs et vous traînez les pieds. Et si vous continuez de traîner les pieds, il ne faut s'en prendre qu'à vous-même. Peut-être que certains se plaisent dans cette confusion qui permet de dire le gouvernement guinéen
est toujours en train de brimer les médias, ceci et cela. Mais aujourd'hui, je le dis ici, dans le cadre d'une conférence de presse, la balle est du côté des médias pour mettre de l'ordre, nous conforter par rapport au cadre d'autorégulation que vous vous êtes engagé librement de mettre en place. Et lorsque nous aurons cela, nous allons écrire à la haute autorité de la communication pour que chacun, dans le cadre des prérogatives qui lui sont reconnues, fasse le travail qui est le sien. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Alors, Bahouri, chef de gouvernement, Sékou Keïta, vous étiez donc à la rencontre et d'ailleurs c'est vous qui avez posé la question. Est-ce que vous avez senti que Bahouri n'a pas voulu évoquer cette question, ce sujet concernant les médias? Oui, parce que c'est ce qu'on nous a fait comprendre. Je peux le dire. Il a fallu que vous posiez la question pour que je puisse le dire là-dessus. sans hésiter. Peut-être qu'il a oublié, je ne sais pas, mais lorsque il a égrené. Déjà quand on a parlé un peu du canevas de cette conférence, les points inscrits à l'ordre du jour en quelque sorte, c'est vrai que globalement, c'était pour parler de la situation, la gestion de la transition en quelque sorte, mais de façon très précise, on a énuméré des sujets, c'est-à-dire d'ordre économique, mais on a précisé la situation des médias. Ça avait été énuméré avant qu'on ne donne même la parole au Premier ministre. Mais lorsqu'il est venu, il a parlé des autres aspects, notamment l'économie et puis la santé, ensuite les questions politiques. Oui, sans pour le temps justement, toucher, mais il a fini, ouais. il est reparti, mais la question concernant les médias qui avait été cité en amont comme étant, comme faisant partie des sujets à aborder, il ne l'avait pas fait. Sauf qu'en allant quand même, il a dit probablement il y a d'autres questions, d'autres sujets qui pourraient revenir dans le débat et donc il serait prêt à répondre aux questions. Donc c'est ce qui s'est passé. Du coup, premièrement, l'idée, je suppose quand même c'est une bonne politique, c'est une bonne chose de revenir vers les médias, de façon officielle, se poser, disons, donner des explications sur des questions qui ont certainement marqué, si vous voulez, l'opinion, ou en tout cas les grandes lignes, ou des questions sur lesquelles l'opinion attend le gouvernement. C'est important que de façon périodique, que l'on vienne échanger avec des hommes de médias et prendre position. Parce que venir parler des sujets que vous avez choisis en amont, non. De façon globale, parler de l'ensemble des préoccupations des citoyens et les questions qui ont été posées, il faut aussi le saluer. Ce n'étaient pas des questions préparées à l'avance. Ça, il faut que ça soit clair parce qu'on a connu ça dans le passé, oui, surtout avec Alpha Condé. Oui. Souvent, ça les questions n'étaient pas connues à l'avance. Oui, bien sûr. Les journalistes même qui posaient des questions étaient choisis, voilà, étaient connus à l'avance. Et ceux qui devraient poser des questions n'ont pas aussi été choisis à l'avance ou tout au moins par affinité. Non. Ouais. Les gens librement ont levé le doigt et les gens ont été devant nous tous. Voilà, la parole a été donnée et puis on a répondu. Au début, on nous avait dit que la conférence devrait prendre fin à 11h. Ça avait démarré à 10h20. Donc, et puis, coïncidence, vous avez porté le même genre de boubou et la même couleur. Hein, d'accord, très bien. De passage, allez-y. Bien. Mais lui, il n'a pas le branding. Il y a eu de la télépathie, sauf qu'il n'y a pas eu de branding sur vous. Je ne suis pas Premier ministre. Allez-y, Sékou Keïta, allez-y. Donc, les gens étaient libres. J'ai aimé cette forme. Et il a pris l'engagement de rencontrer périodiquement les journalistes. La fréquence, je ne retiens pas, c'est parce qu'il a dit chaque 2 mois. Mais ce qui reste clair, il a prévu de rencontrer périodiquement les hommes de médias et justement de se prêter à nos questions et communiquer sur la gestion de la transition. Puisque il y a beaucoup de choses là-dedans, parce qu'il y en a vraiment à manger et à boire. Oui, il y en a à manger et à boire. Voilà, il y a des... Comme l'ami Monument Cissé le dit souvent. Oui. Il y a des vérités crues dedans. Il y en a beaucoup. Il y a des propos dedans qui pourraient être qualifiés de scandaleux. Il y a quand même aussi des vérités crues dans son discours. Mais puisque la question que vous me posez... Est-ce qu'on peut avoir confiance en Bahouri pour ce qui est de la gestion du reste de la transition personnellement, oui. Moi j'ai confiance en lui. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, devant l'opinion nationale et internationale, il a dit haut et fort qu'il a la main libre, qu'il a le pouvoir
et l'accompagnement du président pour assurer librement son rôle de Premier ministre. Et pour moi, c'est fondamental. Parce que vous vous rappelez, moi je l'ai évoqué. Il a dit que l'assertion, elle est fausse. Je l'ai dit que le plus souvent, la collaboration entre un Premier ministre militaire et un président militaire et un Premier ministre civil, la collaboration n'est pas aisée. Et je pense que les deux premiers qui sont partis en ont appris à leur dépens. Ça, on le sait. Et au Mali, on a vu des cas encore plus illustratifs, où on est même allé, non, plus grave, parce qu'on est allé, le président est allé jusqu'à se mettre à choisir quelqu'un d'autre qui devrait conduire la transition, et lui, il devient un peu un vice-président et suit les trucs. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis main sur lui, on l'a enlevé, lui-même il est venu. Donc on se rappelle un peu de comment tout ça s'est passé. Par contre, depuis, ça se passe bien avec son Premier ministre. Oui, mais vous êtes obligé de faire comme il veut. Donc je dis, ce n'est pas facile. Parfois, vous avez des initiatives, vous avez l'ambition de faire certaines choses. S'il n'est pas d'accord, ou tout au moins, parfois, il peut voir les choses, il peut vous fatiguer. Ou parfois des ministres même de ton équipe qui peuvent vous fatiguer parce qu'ils sont très proches du président. On en a vu dans ce pays-là. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe? Lansana Kouyaté, c'est un cas illustratif. On est allé jusqu'à faire un mémo pour lui demander est-ce qu'il a les mains libres. Il avait dit tout ça pour que tout ce qu'il pose comme acte, qu'on puisse le tenir avec pour le responsable. mouvement social à l'époque, avec Justement, vous vous rappelez. Et donc, moi, je lui ai demandé, je dis, c'est une précision que personnellement, j'ai envie de comprendre. Je dis, votre nomination a suscité beaucoup d'espoir. Et donc, on a envie de savoir aujourd'hui que vous prenez, en tout cas, devant l'histoire, est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez été nommé, parce que le président a confiance en vous, et il vous a laissé la main libre de jouer, parce que les rôles sont répartis, vous êtes Premier ministre, vos rôles sont répartis. Est-ce qu'il vous laisse la main libre? Est-ce que vous avez le pouvoir qu'il faut pour agir en tant qu'un vrai Premier ministre, pour conduire les actions du gouvernement? La réponse était oui. Premièrement, il m'a fait savoir que, c'est vrai, peut-être qu'il n'avait pas compris un peu la nuance par rapport à n'est pas aisé et impossible. Parce que lui, il a dit, quand vous dites que c'est impossible de coopérer avec un président, l'assertion-là, vous affirmez, elle est fausse. Il dit non, ce n'est pas dit que c'est impossible. Il a donné un exemple et il dit que lorsqu'il y a un exemple, ça sous-entend déjà que l'assertion est fausse, qu'il y a des éléments qui peuvent la contredire. Je dis non, je n'ai pas dit que c'est impossible. On a vu Jean-Marie Doré, c'est quand même un exemple de réussite. Jean-Marie est parvenu, en tant que Premier ministre, à imposer son autorité, à conduire les actions du gouvernement avec brio, en tout cas avec efficacité, et le résultat après, en tout cas on l'a tous suivi. On a vu, il a même menacé un ministre alors parce qu'il est passé dans une émission pour parler de son parti. Il dit, vous êtes ministre du gouvernement, vous êtes neutre. À l'époque, on a suivi tout ça. Ouais. Donc, moi, je voulais justement l'amener à nous dire, est-ce que dans l'équipe, en tout cas, il y en a deux même qu'il a menacé à un moment donné. Est-ce que dans l'équipe, il y a des gens qui... Est-ce que déjà, il a le contrôle de l'équipe? Est-ce que les gens le suivent, c'est-à-dire suivent ses consignes? Est-ce que le président, si vous voulez, le rapport entre le président et certains ministres impact sur leur façon d'agir vis-à-vis du Premier ministre? On a vu la sortie de Gawal qui a traité de façon ouverte le Premier ministre de propagandiste. On a suivi ça ici. Donc, si c'était pour amener M. Baouli du bateau pour le courant, à dire à l'opinion qu'il est vraiment un Premier ministre chef du gouvernement, qui est accompagné par le président et qui est libre dans ses initiatives. Donc, si ça marche, on va dire, là, on peut vraiment le mettre devant l'histoire, parce qu'il y en a qui disent non, il ne pourra pas, parce que c'est le président qui ne veut pas. Mais lui, il nous a dit clairement, haut et fort, que leur collaboration, il a les mains libres, c'est une bonne collaboration, il a l'accompagnement. Kouyaté, qui avait dit la même chose, bon, après, quoi qu'il en soit, M. Baouli, en le disant, moi je ne dirais pas que c'est un risque qu'il a pris, mais peut-être que dans les faits, il est libre. Je suppose, en tout cas je le prends au mot, il est libre, et demain, devant l'histoire, il ne nous dira pas qu'il n'avait pas la main libre. Ça déjà c'est clair. Sa mission, s'il ne le fait pas, s'il n'agit pas convenablement, il est clair que devant l'histoire, on dira c'est parce que lui-même, il n'a pas pu. Mais ce n'est pas parce qu'il n'avait pas été accompagné, il n'avait pas les mains libres. Là-dessus, je suis très heureux de l'apprendre. Et pour moi, à partir de cet instant-là, je le juge, je ne fais plus de suppositions. Est-ce que vraiment le Premier ministre, est-ce que le président ne lui fatigue pas? Est-ce que le président lui donne... Non, je ne le juge plus sur cette ligne-là. Il l'a dit. C'est qu'il pose une action, je vais dire. Je dis tout de suite, ce qu'il a posé, c'est lui.
Si le gouvernement ne parvient pas à atteindre ses missions, je dirais c'est lui. Donc là, je l'observe et je me dis, j'ai confiance en lui. Je pense qu'il a l'étoffe qu'il faut. Maintenant, dans les faits, les prémices, je note déjà beaucoup de manquements, mais je pense que, en tout cas, il a aujourd'hui la possibilité de faire les choses autrement. D'accord. Maintenant, par rapport à la question des médias, sa réponse, personnellement, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que vous savez combien de fois on est peiné par cette situation. Et l'espoir qu'on a eu lorsqu'il a été question de mettre en place l'observatoire. De mettre en place quand le Premier ministre a dit que le président lui a donné carte blanche de résoudre le problème. On était tous, on s'est réjouis, on était tous contents, on s'est dit, ben, enfin, le bout du tunnel. Certes, certains ont dit, attention, ne nous réjouissons pas vite, attendons pour voir les choses. Maintenant, et qu'après, le document en question, on m'avait appris le même jour, on a travaillé sur le document, ça a été en tout cas partagé par ceux qui étaient là-bas, et donc les médias, l'ensemble des représentants étaient d'accord qu'il fallait aller vers ça et que le contenu était bon, et ça a été déposé au niveau de la primature. Donc pour moi j'avais pensé que c'est ce qui avait été demandé et qu'à ce stade, on attendait juste la primature pour résoudre définitivement le problème. Mais après quelques jours, on a vu que la situation s'était empirée parce qu'avant, les médias n'étaient plus brouillés, les radios n'étaient plus brouillés. Donc, on a pensé vraiment que c'était du mardi vraiment, au mardi voilà, passé. Justement. Donc, on a pensé que, sincèrement, cette fois-ci, c'est vraiment le bon. Mais après, on a vu ça commencer par Espace et ensuite Dioma qui a suivi. Et finalement, on est encore dans le cycle de brouillage. Donc je me disais que quelque chose ne marchait pas quelque part. J'ai pensé que peut-être celui qui a demandé l'onction a peut-être encore dit, bon d'accord, je reviens sur mes mots. Donc c'est comme ça on avait pensé. Mais aujourd'hui, moi j'ai appris que non, le problème, c'est que on leur avait demandé d'aller mettre en place cet organe d'autorégulation. Et ça, je me suis dit que... Et il est allé jusqu'à nous dire que c'est vous qui traînez les pas. Et on a même l'impression qu'il y en a qui se plaisent dans cette situation. Il l'a dit, hein. Mais imaginez ce que cela peut... Il l'a dit comme ça. Oui, mais c'est comme ça, il l'a dit. Et combien de fois ça peut te choquer? Parce que ce qu'on a demandé, même le même jour, on pouvait faire ça. Si ça, vous avez déjà fait le châture, vous avez dit ce dont vous avez besoin, comment ça doit fonctionner. Même à défaut de faire le même jour, parce qu'on pouvait même tenir une réunion d'urgence ou convoquer une assemblée générale le lendemain, tout cela était possible en 24 heures. On se retrouve, on décide de meubler et puis on communique officiellement. On dira on a rempli notre part de responsabilité. Mais si on nous dit que jusque-là, c'est nous-mêmes qui sommes responsables et qu'on n'a pas été capable de mettre en place ce que nous-mêmes on a proposé, ça va faire très mal. Est-ce qu'on ne nous a pas dit tout? Ou quels sont ceux qui ont intérêt à ce que cette situation s'enlise? Il y en a des responsables qui ne dirigent pas de médias et qui, à mon avis, n'ont rien à perdre, n'ont pas de pression. Mais est-ce que vous pouvez me dire que la pression que Khalil Oulare a aujourd'hui ou par exemple des patrons de médias qui se font du soleil parce qu'il y a d'autres aujourd'hui qui sont brimés. Voilà, il y en a pour reprendre Diallo, il y en a qui se développent dans notre sous-développement ou bien Diallo. Peut-être c'est ce qui est en train de se passer. Je pense qu'après cette sortie, on devrait tenir même aujourd'hui une réunion d'urgence pour tout de suite mettre en place... Non, mais c'est trop, tout ça, c'est... Pourquoi demain? C'est qu'on demande, même si c'est une rencontre virtuelle, c'est possible. Mais je pense qu'il y a un sérieux problème. C'est pourquoi j'avais dit qu'il fallait même mettre en place une commission. C'est-à-dire tout ce qui est lié à ces associations de presse et autres là, loin de jeter l'anathème, mais on aurait dû mettre en place une commission de crise pour gérer cette situation. Il y a une commission, une commission de crise. Si il existe, la commission existe. Non, ce n'est pas ce qui se retrouve, ce n'est pas la commission. C'est l'ensemble des associations qui se retrouvent. Ce n'est pas la commission. Non, il y a les représentants de certaines des associations de presse. Ce dont on avait besoin, c'était de mettre certains patrons hors de ce circuit et de mettre en place une commission composée d'hommes et femmes qu'on considère crédibles, qui peuvent être hyper efficaces, qui n'ont pas besoin d'un mois pour préparer une seule réunion et qui peuvent tout de suite prendre des... En fait, que les choses bougent facilement. Mais vous voyez, depuis combien de jours on était déjà en train de dire que même hier, il devrait y avoir une rencontre. Vous entendez seulement, c'est reporté. Pour quel motif? Ben rien.
je pense qu'on a un Il y problème. a quelqu'un qui est en train de Voilà. jouer le jeu quelque part. On doit balayer devant notre porte. On est d'accord. En vérité, Il y a on a un sérieux quelqu'un qui est en train de jouer le jeu quelque part. On doit balayer devant Il y a notre quelqu'un porte. qui est en train de C'est- jouer le c'est jeu quelque part. dommage. Il y a des gens qui sont en train de jouer le jeu quelque part. Mais Oui, bien sûr. Baïla Amadou Traoré ou Alpha Mamadou sur la question. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des gens, il y a certains parmi nous qui sont en train de faire le jeu? Bien sûr, moi je suis d'accord, mais le jeu que ces gens-là sont en train de faire, c'est le jeu qui les arrange. Ben, bien sûr. Il faudrait Ouais, savoir. c'est vous ce aussi, que je veux dire. Il faudrait que ceux qui sont là puissent aussi faire le jeu qui les arrange. Ça ne veut pas dire s'il y a des idées. Honnêtement, c'est que la majorité pourrait l'emporter sur cette minorité qui est en train de profiter de façon illicite. Il suffit juste de savoir comment réfléchir, puisqu'on sait que le poisson est dans l'eau, mais on peut le noyer. Hein. Ça, c'est la vérité. On peut faire des efforts. C'est une réflexion qu'il faut poser, se questionner sur des questions ou faire ceci ou faire cela. Maintenant, moi, je me réjouis quand même sur la question principale. Quand je vois M. Bahouri, il est très brillant, je me réjouis, hein, c'est une bonne chose. Il est en train, si en fait cette façon de voir les choses, il permettait de l'étendre à tout le monde, dire que M. Keita disait qu'il se réjouit du Premier ministre en disant que chaque 2 mois il va organiser, il ne devrait pas se réjouir. Parce qu'une des questions principales de M. Keita n'a pas été répondue. En disant que la balle est dans votre camp, c'est quel type de réponse? Il pouvait dire, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas, c'est le Premier ministre, il a des informations. Voilà ce dont vous pouvez faire pour que vous soyez dans les règles. Même si, parce que peut-être que l'objectif qui est recherché, c'est demander à la presse de s'autoflageller. C'est de dire que maintenant, vous-même, vous devez décider de renoncer à votre liberté. Et ça, je pense que c'est impossible. Est-ce que c'est ce qu'il a voulu mais en fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Il faut organiser un truc, vous allez vous censurer vous-même. En principe, même d'après la loi, les règles de déontologie ne sont pas des règles de droit. On ne peut pas les comparer aux règles. L'observatoire, c'est pas l'observatoire, c'est une bonne chose. C'est pas de censurer, c'est de s'autoréguler, Alpha. Ce que je dis, la presse, elle est d'accord avec ça. Et il n'y a pas d'argument pour dire que la presse a refusé cette institution. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est quand, objectivement, on compare le Premier ministre Bahouri et M. Jean-Marie Doré. Jean-Marie Doré avait les mains libres. Et M. Konaté... Mais Bahouri dit qu'il a les mains libres. Non, ce n'est pas parce qu'il a les mains. Quand vous dites des choses, on doit pouvoir regarder et voir ce qui se passe. Est-ce que parce qu'il a dit qu'il est libre, est-il libre? Ça, on peut quand même faire des analyses. On n'est pas quand même assez... on n'est pas dupe, on peut comprendre voilà. facilement. On n'est pas très suiviste pour dire qu'attention, lui, il a dit qu'il est libre, il est libre. Non. Aujourd'hui, on sait que... Et d'ailleurs, on le sait pertinemment, de façon objective, M. Bahouri n'a jamais critiqué la position du CNRD, alors que les partis politiques avec lesquels il se trouvait ont de temps à autre émis des idées sur certaines questions posées, sur certains actes posés par le CNRD. Certains de ses collègues ont quand même eu à désavouer le CNRD. Lui ne l'a jamais fait. Donc aujourd'hui, c'est de dire s'il a les mains libres, parce qu'il faudrait savoir qu'est-ce que lui appelle mains libres. Quels sont ses engagements? Est-ce que nous les connaissons? Est-ce qu'il a dit dans un seul de ses engagements qu'il va contredire le CNRD? C'est ça les questions importantes. Si tout ce que le CNRD veut, il a été nommé sur ce critère, sur cette base-là, en réalité, il est libre parce que lui-même, il a voulu qu'il puisse aller dans le sens du vent. C'est ça le problème. Donc, M. Bahouri, il est totalement libre et Bahouri n'a jamais... Et là, moi, je l'apprécie sur ce côté. Bahouri a toujours agi du côté du CNRD. Et ça, il affirme, il s'assume dans cette position-là. Ce sont des journalistes qui font des efforts, des acrobaties qui ne s'expliquent pas. Bahouri ne s'est jamais démarqué du CNRD. Donc, c'est quand même, il est suiviste, il est en train de faire. Donc, si le CNRD dit qu'il va faire 20 ans, il va faire 20 ans. Ça veut dire qu'il ne s'est pas opposé, il est libre. Ils sont dans les mêmes esprits, dans la même situation, et il ne pourra jamais dire qu'il a démissionné ou ceci. Bahouri ne l'a jamais dit. Il s'est affirmé, il a même dit que le chronogramme va se terminer en 2025. Ça, tout le monde le sait. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse avoir des analyses plus objectives. Oui. Bahouri ne s'est jamais contredit. Bahouri a toujours
objectivement été une personne qui s'est assumée. Sur la question du Premier ministre, il s'assume, il n'est pas à l'image, comme le dirait M. Keïta de Jean-Marie Doré, qui avait les mains libres, parce que M. Konaté n'avait pas l'intention de briguer. Il ne peut pas se comparer au Premier ministre de M. Moussa Dadis. Donc pour vous, en substance, ce n'est pas les médias qui traînent pas. Bon, ce n'est pas les médias qui traînent, mais en fait... Le aussi n'a pas l'intention de rester, non? Non, bon, en fait... Mais écoutez, la confusion, elle est là. Mais Sekouba Konaté avait posé des actes clairs qui montraient qu'il ne veut pas rester. Les actes étaient clairs, le programme était avancé, il avait dit qu'il était même pressé. Et dans les actes, chacun de nous a vu cela. Et aujourd'hui, quand même, on a quand même du mal à dire. Et d'ailleurs, il l'a dit clairement sur les chaînes internationales qu'on ne peut pas, dans les délais requis par le CNRD, organiser les élections 2025, il faut les donner 2025. Quand 2025 va arriver, ils vont demander 2035. Donc c'est des questions comme ça qu'ils sont en train de poser et qui quand même répondent à un processus très réfléchi et pédagogique du CNRD. Et aujourd'hui, le CNRD ne pouvait pas trouver mieux dans la classe des partis politiques une personne qui pourrait assurer leur défense plus que M. Baouri. D'accord. Baouri était vraiment la personne C'était l'homme qu'il fallait. Et je le remercie, même s'il ne serait pas compris pour le peuple de Guinée. On ne va pas le comprendre, mais il est très bien pour le oui, CNRD. Baïla Amadou Traoré, sur la question. Oui, la situation des médias. Situation des médias. Déjà, permettez-moi aussi un commentaire introductif pour saluer aussi l'exercice. Comme l'a dit Sekou, c'est toujours bien, parce que je le réclame souvent, que ces gouvernants communiquent sur leurs actions. Cela, c'est une question de redevabilité envers les populations et c'est une très bonne chose. Et comme Sekou l'a dit, j'ai pu le suivre aussi en ligne, c'est qu'effectivement, chacun a pu poser les questions qu'il voulait et lui aussi, il a pu aborder les sujets qu'il estimait, on va dire, importants ou prioritaires. Donc, sur la question des médias, effectivement, j'ai aussi été très, très surpris aussi d'entendre de monsieur le Premier ministre Baouri que la balle est dans le camp des médias et que justement si les choses traînent, c'est à se demander même s'il n'y en a pas qui aiment ces situations conflictuelles où ils peuvent se plaindre du gouvernement et dire que le gouvernement est méchant, ils nous brouillent. Mais alors que c'est quand même extrêmement grave. Déjà, je ne vous rappelle pas quand même la gravité de la situation des médias aujourd'hui, des centaines de familles qui sont impactées par cette crise et c'est vraiment difficile en ce moment. Déjà, c'est difficile. Le Premier ministre lui-même l'a dit en abordant la question économique. Il a reconnu que la situation économique est difficile. Elle n'est pas reluisante. Donc, on n'avait pas besoin de cet autre problème qui met au chômage technique des centaines de familles et dont d'autres aussi sont privées de salaire. Donc, que des personnes se plaisent, c'est extrêmement grave, mais moi je dis qu'il faut être prudent quand même. Déjà, je me dis, la question déjà qu'il faut se poser effectivement, c'est les associations de presse qui se sont engagées. Effectivement, elles aussi doivent avoir le même devoir de redevabilité quelque part que le Premier ministre pour revenir aussi vers certainement les journalistes au nom desquels ils ont engagé des procédures avec les autorités pour pouvoir essayer de faire le point et dire ce qui bloque. Et aussi, ça serait important. De toute façon, moi, je questionnais la mise en place de cet organe d'autorégulation. Est-ce que justement, comme l'a dit Sekou, c'est maintenant le meublement de cet organe ou bien la rédaction d'une charte ou la mise en place concrète de cet organe? Et est-ce que cela, comme je l'ai dit aussi, il faut que ça se fasse, si cela doit se faire dans une certaine,
une certaine inclusivité. Je veux parler par exemple de cet organe ne peut pas être mis en place sans justement par exemple le syndicat pour tout au long du processus pour que justement la presse soit vraiment totalement se reconnaisse totalement là-dedans parce que je disais que l'organe d'autorégulation repose je pense que toutes les associations de presse doivent avoir des représentants dans cet organe-là. Oui, mais moi je parle des syndicats justement, bien sûr, y compris les syndicats. Qui doit aussi y compris les syndicats, voilà, qui doit aussi être représenté et parce que je dis que l'organe d'autorégulation ne repose que sur la légitimité, donc l'acceptation et de l'ensemble de la corporation. Donc ça serait important justement qu'on sache exactement de quoi il en est, quelles seront ses prérogatives, etc. Donc en résumé, aujourd'hui, les associations de presse, en tout cas ceux qui sont allés rencontrer le Premier ministre et qui se sont engagés, parce qu'effectivement, moi aussi, comme Sekou, j'avais entendu qu'on avait déjà déposé ce qui devait être déposé. Donc, c'est vraiment une situation... Du coup, on est surpris, mais on continue à espérer de toute façon que les choses puissent évoluer, bien même si, moi, à titre personnel, justement, Sekou en parlait aussi, c'est que je faisais partie de ceux qui aussi étaient sceptiques et qui restaient sur sa faim et attendaient de voir le bout de ce processus. Et aussi, il faut interroger aussi cette... il ne faut pas aussi que ça soit une façon justement de diviser. Vous avez vu comment Sekou est automatiquement remonté. Ouais. Il faut aussi interroger... Ça peut être aussi l'objectif recherché. Il faut aussi interroger le but recherché d'une telle déclaration du Premier ministre, parce que ce n'est pas aussi anodin. Est-ce que c'est juste pour justement se dédouaner lui et justement remettre, et si c'est les faits, bien entendu, remettre la responsabilité, la pression dans le camp des associations de presse et des journalistes. Oui. Dans tous les cas, c'est... Les médias de façon générale. Voilà, exactement. Oui. Et le fait aussi qu'on n'ait pas évoqué les médias, bien entendu, il a dit c'est son choix et ensuite il a dit qu'il n'a pas abordé tous les sujets. Après, j'ai remarqué que les premières questions n'avaient pas trait à la situation aussi des médias. Donc cela aussi interroge aussi sur justement aussi l'état d'esprit de la presse. Est-ce qu'au sein de la presse elle-même, c'est vrai, tout le monde est concerné aussi par cette histoire et c'est aussi... la mise en place d'un observatoire. Oui, la situation voilà, de la situation. Parce et qu'après tout, ils peuvent ne pas être dans l'idée de la mise en place d'un observatoire. Parce qu'après tout aussi, c'est vrai, malheureusement, c'est une réalité, c'est pas tous les médias qui sont impactés. Ouais. D'ailleurs, comme il l'a dit, certains se sentent même mieux dans cette situation que d'accepter de mettre en place. Voilà, en tout cas, parce que je m'étais dit, par exemple, que normalement, à défaut que le Premier ministre en ait parlé, ça devait être la toute première question, la situation des médias, parce que c'est une conférence de presse quand même, justement, où on appelle tous les médias à venir, on sait, dans cette situation, et peut-être même sous d'autres cieux, les médias auraient boycotté peut-être la fait que de porter la parole quelque part des gouvernants et interroge, on espère, on verra bien où justement ce processus qui a été entamé de négociation et avec cette promesse de cet organe d'autorégulation où il nous mènera en attendant qu'on puisse avoir ce que j'ai envie d'évoquer, vous savez, l'organe dont on parle, ça a créé, d'ailleurs, dès le lendemain, ce qui est en train de se passer était prévisible parce qu'il y en a qui avaient commencé à cracher d'abord sur la démarche. On a commencé par dire on est allé marchander notre liberté, on nous a imposé la mise en place d'un organe d'autorégulation et puis tout ça c'est pour... Non mais attendez, ce qui est en train de se dire, c'est-à-dire il faut que l'on soit en phase avec nous-mêmes. Il faut être cohérent. Nous disons que nous avons une hack qui ne nous sert à rien. Une hack qui est devenue une machine qui nous broie. C'est ce que nous avons aujourd'hui comme sentiment. Maintenant, nous-mêmes, on propose, on dit, ben aujourd'hui,
pour vraiment éviter que nous nous retrouvions à chaque fois en mal avec les autorités et qu'on se retrouve à la HAC et on est sanctionné, nous-mêmes, nous allons mettre une sorte d'organe de veille. Un organe qui aura la lourde responsabilité d'observer, d'interpeller, parce qu'on est des professionnels. Ça sera meublé par des journalistes qui exercent encore, qui connaissent un peu, quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'on ne doit pas franchir. Si Ndoye sait qu'il est animateur d'une émission, moi je sais que je suis animateur d'une émission. On connaît tous les deux les règles en la matière. C'est plus facile pour moi de dire à Ndoye, mais Ndoye, ça là, nous savons tous que ce n'est pas professionnel, tu ne devrais pas le faire. C'est plus facile et en fait on connaît. Le tribunal des pairs. Quelqu'un qui ne connaît pas le métier, va venir t'imposer des trucs. Parfois, il y a de ces choses, il faut les expliquer. Certains vont jusqu'à dire, par exemple, que cette information, vous n'avez pas recoupée. Lorsque le gouvernement fait un communiqué officiel, vous n'avez pas besoin de dire non, on n'a pas recoupé. Mais il n'y en a pas. Là, vous vous en tenez à ce que vous dites le gouvernement a dit. Là-dessus, c'est clair et net. Donc, il y a des sujets. Mais pour connaître tout ça, il faut que nous, entre nous, on connaît. On connaît les gens. Donc, c'est plus facile pour nous d'éviter qu'on se retrouve. C'est ce qui est demandé. Je ne vois pas en quoi cela peut ressembler à... Et puis, ce n'est pas propre à la Guinée. Et mieux, on l'avait connu dans notre pays de par le passé au temps des Tibou. Ça aussi, il faut le rappeler. Le Sénégal tout près, il y en a. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une machine... on n'a pas dit que c'est le Premier ministre qui va présider ou que c'est le gouvernement qui va nommer les gens. On dit, mettez en place vous-même cet organe-là, puisque vous dites que ça va vous permettre un peu d'éviter. Vous-même, vous allez gérer. Voilà, avant même que le problème n'arrive à la HAC, nous-mêmes, on aura trouvé une solution. Composée par vous-même et gérée par vous-même. Vous avez vu, même la HAC a salué l'initiative, a même fait une sorte de communication. Plusieurs, vous avez vu un peu des petits messages où la HAC même revenait sur l'importance de cet organe. Oui, mais ça existait même dans le temps. Voilà, donc je suppose que je ne sais pas pourquoi entre nous, les gens doivent dire non, on a marchandé et qui vont même à dire qu'on peut pas notre... Il a dit, il y a certains qui se réjouissent de cette situation. On a toujours dit. Oui, rapidement, on va aller à la pause. Oui. De douanier la HAC, on est en train de faire en sorte que... Mais la HAC connaît bien la situation que nous sommes en train de vivre. La plupart de ces gens sont des journalistes très expérimentés. Donc la question, ce n'est pas de savoir les personnes qui sont là pour sanctionner, si elles sont professionnelles ou pas. La vraie question, sont-elles intègres? C'est ça la question, puisque même en cas de création d'un tribunal de pair, vous savez qu'il peut y avoir des intrusions. C'est bien possible que l'État puisse professionnalisme et l'intégrité à la fois, mettre sa main à distance dans ce tribunal de pair. Sauf que ce n'est pas le pouvoir qui va nommer. Non, ce n'est pas le pouvoir qui nomme, mais le nous, pouvoir est capable. Le pouvoir est capable par la suite. Vous savez, on va prendre l'histoire de la CENI. Quelqu'un envoie sa femme à la CENI, après c'est cette femme qui va s'affronter. C'est une vérité. On se connaît entre nous. On peut mettre l'observatoire composé des journalistes qui, à la longue, seront corrompus aussi. Pourquoi il parle d'intégrité? Il n'a pas menti. La question, c'est de savoir. Alors, on va marquer la pause, Alpha, avec votre permission. Ça reste le second pan concernant le premier chef du gouvernement. Sur la question de la mise en place de notre dialogue social, il dit qu'il va se référer. Je parle sous le contrôle de Sékou qui a pris part donc à cette conférence. Derrière, nous aurons aussi un acteur de la société civile, Abdou Sako, le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, qui a réagi même sur ce pan du Premier ministre, parce que lui aussi, Abdou Sako, il était en même temps en conférence à la maison de la presse de Conakry. Et derrière, nous aurons également le directeur général des Guinéens de l'étranger pour parler de cette situation de détresse que traversent des Guinéens en Égypte. A tout à l'heure. Les moments forts de la... JomaFM.com. La team ORLM refait le monde avec vous sur Joma TV. Et tout le réseau synchronisé de Joma FM. Aboubacar Condé, Lamine Moniouma Sissé, Sanso Barry, Sékou Keïta, Baïla Traoré, Cheikh Sadi Boundoy et Habib Marouane vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi de 17h à 19h dans ORLM, votre émission de décryptage et débat de Joma Média.
Deuxième partie de l'émission On refait le monde de ce vendredi 10 mai 2024 et nous étions en train de parler de cette conférence de presse animée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, qui était donc face aux journalistes. Et s'agissant de la question qui concerne les médias bourriers, le Premier ministre a répondu à ce qui suit. La balle est dans votre camp. Vous aviez promis de mettre en place un observateur, en tout cas sans pour autant qu'il y ait pression. Vous l'avez librement donc décidé pour qu'on puisse avancer. Nous attendons que vous, ce pan a été donc décrypté tout à l'heure dans cette émission. Il reste le second pan qu'on a identifié, celui de la mise en place, celui du retour à l'ordre constitutionnel, mais aussi la mise en place d'un nouveau cadre de dialogue. À ce niveau, le Premier ministre a opté pour la prudence et a dit qu'il va se référer. D'ailleurs, la question a amené les acteurs de la société civile à réagir sur la question, notamment Abdel Sako, coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, que nous aurons tout à l'heure dans cette émission. Mais bien avant, on va partir avec ce deuxième extrait de M. Baouri, chef du gouvernement, concernant le retour à l'ordre constitutionnel. Ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour une passation du pouvoir, à laisser entendre le chef du gouvernement qu'on va suivre après. Derrière, on se retrouve. Le processus du dialogue politique a été un processus qui n'a pas été du tout facile et qui a impacté négativement la dynamique pour un retour à l'ordre constitutionnel dans les délais qui étaient indiqués à travers l'accord dynamique entre la CEDEAO et la Guinée. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup d'actions néfastes qui ont contribué à ralentir le processus et la dynamique qui était engagée. Mais vous savez qu'en politique, c'est difficile d'avoir tout le monde à la fois. Certains ont estimé que l'objectif de la transition, c'est simplement organiser des élections. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce qui est en train d'être fait. Le processus du RAVEC, ce n'est pas une perte de temps. Ceci dit, à partir de maintenant, on se bouche les oreilles par rapport à certains types d'attitudes et de propos et on reste focus par rapport à ce qui est sur ce plan-là l'intérêt national. Le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas une exigence externe, c'est une volonté et une attente du peuple de Guinée qui veut jouir pleinement de ses droits démocratiques et qui veut également être dans un environnement de paix, de stabilité et d'unité. Joma FM, la radio du développement et de la bonne gouvernance. Oui, Alpha Mamadou, on a suivi le premier chef de gouvernement. Donc, ce n'est pas seulement la transition d'organiser tout de suite les élections et de rendre le pouvoir. Il faut mettre peut-être les jalons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle ici par ce que nous faisons. Ce n'est pas seulement pour une passation, une simple passation du pouvoir. Certainement, il faut mettre en place des institutions, il faut toiletter, il faut, avant d'organiser les élections pour à l'ordre constitutionnel. S'il s'agit de toiletter, la question se pose, qu'est-ce qu'il faut toiletter ? Normalement, les dérives autoritaires, les dérives économiques et financières du CNRD également sont d'une actualité très importante. Et d'ailleurs, ça a été de façon très mentionnée par des organes qui sont très habilités, par l'inspection générale du contrôle d'État. En fait, cette inspection a de façon claire dénoncé des magouilles, des collusions qui ne sont pas normales entre même au sein du gouvernement. Donc c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut toiletter. Est-ce qu'il faut seulement s'en prendre aux gens de M. Alpha Condé? Est-ce qu'il faut même aller très loin et toucher un seul dossier de Cellou Dalein Diallo dans lequel on dit qu'il a vendu un avion, puisqu'en réalité on comprend les objectifs. Ce n'est pas pour toiletter, c'est pour avoir un objectif plus ou moins qui visera à écarter les gens en présentant les jeunes comme étant les seuls à pouvoir diriger ce pays. Mais aujourd'hui, le chaos que les jeunes présentent à la République de Guinée, il ne faut pas souhaiter se le mettre en tête. C'est un bagage qu'on ne pourrait pas supporter. Il va falloir même que dans la Constitution, qu'on interdise, qu'on commence à gouverner, à devenir président de la République à partir de 60 ans, puisque les jeunes c'est vraiment un chaos en République de Guinée. Ils n'arrivent pas à se soutenir, à pouvoir soutenir comme le Sénégal le ferait. Quand vous avez constaté comment le Conseil constitutionnel sénégalais s'est
malgré tout les problèmes, s'est rendu compte qu'ils ne pouvaient pas ne pas dire le droit. Et ils ont dit le droit à la suite de la pression. Il faudrait que on va relativiser. On va relativiser. Tous les jeunes ne sont pas mauvais. Non, mais on peut dire, quand on dit 60 ans, c'est comme si on disait dans tout le pays que tous les jeunes qui sont là, ce sont des jeunes qui peuvent rien nous apporter. Le prix quand il a apporté confiance, pas à tous les DAF de la République de Guinée, mais il a porté confiance aux jeunes, ça a été un regret, tout le monde le sait. Quand vous regardez les ministres jeunes dans le camp Alpha Condé, ils ont fait un chaos qui n'est pas explicable. Hein. Ça, c'est notamment les gens qu'on appelle jeunes en Guinée qui ne sont pas jeunes. C'est le cas de M. Mouktar, de M. Bantama. Bon, vous savez, c'est quand même un chaos. Non, mais en fait, à Barguelane, quand on dit troisième mandat, on revient sur le sujet. Revenons sur le sujet. C'est pour vous dire, mais c'est lui qui me met. Revenons sur le sujet. Revenons sur le sujet. Les propos de Bahouri, oui. Les propos de Bahouri sont les propos du CNRD. Donc moi, je les comprends parfaitement. Je ne les partage pas, mais je les comprends parfaitement puisqu'on est dans une logique de garder le pouvoir, de confisquer le pouvoir. Mais ne demande pas beaucoup au CNRD. C'est celui-ci même qui a dit au moment où il a pris le pouvoir que nous ne sommes pas venus pour rester. Nous allons rendre le pouvoir. Et le porte-parole du gouvernement, puisqu'il y a d'autres qui veulent détacher, puisqu'ils veulent donner un blanc-seing à M. Gawal pour dire que non, c'est M. Gawal qui a dit. M. Gawal, il est porte-parole du gouvernement. C'est lui-même qui rappelle que M. Doumbouya est pressé que le 1er janvier 2025 arrive pour prendre le pouvoir. Il est très pressé, il est même étonné comment ça peut arriver. S'il avait un circuit avec des boules de cristal, il pourrait rapprocher cette date pour que M. Doumbouya quitte. Donc on ne comprend pas pourquoi désormais, ce n'est plus le discours. On pense que 2025 c'est petit. Quand on les donne 2025, ils réclameront 2026, 2027, 2030. Et d'ailleurs, beaucoup disaient, peut-être pas sur des fondements assez solides, qui sont venus terminer le mandat de M. Alpha Condé. Il y a les gens qui le disent, mais ça tout à l'heure, et aujourd'hui, on pense que tout ce qu'on travaille à M. Alpha Condé sont malhonnêtes parce qu'il faut les mettre en prison, il faut mettre toutes les... Non, il va falloir de savoir qui est malhonnête. Il faut diriger, faire des enquêtes. Si toi tu es malhonnête, on t'écarte. Peu importe dans quel camp tu te trouves. D'accord. Est-ce que tu es dans le camp d'Alpha Condé? D'accord, on va évoluer. Tu es dans le camp du CNRD? D'accord, oui, Baïla, sur la question. Sur ce pan de la conférence de presse de M. le Premier ministre. Oui, effectivement, j'ai suivi ce pan-là aussi. Ce que j'en ai tiré, c'est qu'effectivement, le Premier ministre Bahouri justifie quelque part la lenteur du processus de la transition par l'échec du dialogue et par l'attitude de certains, selon lui, qui, on va dire, en résumé, manqueraient de responsabilité. Mais à un moment donné, c'était intéressant parce qu'il a dit, à un moment donné, mais il dit que, bien sûr, on a entendu dans l'extrait que le dialogue a eu un impact négatif sur le processus à l'ordre, le processus de retour à l'ordre constitutionnel, mais il dit que les responsabilités étaient partagées, mais il dit que ce n'est pas le moment de rentrer au fond des choses. Donc nous, peut-être que c'est ce que nous faisons ici, parce que justement, si le dialogue a échoué, la question, c'est vrai, qui se pose à ce stade, c'est pourquoi il a échoué et qui en est responsable. Et là, qui en sont les responsables. Voilà, qui en sont les responsables. Là, le Premier ministre nous dit que les responsabilités sont partagées. Donc, certainement partagées, je suppose implicitement, là c'est moi maintenant qui complète sa pensée, entre les autorités de la transition et de l'autre côté, on va dire les partis politiques ou les forces vives de la nation. Ce qui me paraît quand même justement la plus grosse responsabilité pour le retour à l'ordre constitutionnel, c'est dans les mains des autorités, puisque c'est elles c'est eux qui se sont engagés, c'est eux qui ont les moyens de l'État. Et après tout, le fait que le dialogue ne s'est pas bien passé n'a pas empêché d'avancer, de prendre certaines décisions, malgré que
ce n'était pas peut-être aux yeux de certains inclusif, mais ces décisions ont été prises. Il a aussi dénoncé ce qu'il a appelé lui-même le Guinée bashing, c'est-à-dire le fait de critiquer tout ce que l'État fait, de critiquer, de parler de manière négative, c'est-à-dire comme une sorte qui s'oppose à tout. Voilà, qui s'oppose à tout, comme une sorte... parce qu'il parlait même un peu, j'avais l'impression qu'il faisait un peu de la psychologie, il a même utilisé le mot. Et il y a aussi, quand il dit que finalement, du coup, on se bouche les oreilles et on fait ce qu'on a, et on reste focus, c'est quand même inquiétant quand même, parce que se boucher les oreilles, c'est quand même lourd aussi. On est là encore, on n'est pas prêt à écouter Paul ou Pierre, on est focus sur ce que nous faisons, et puis on est tranquille, on est droit dans les bottes. On est convaincu que ce que nous faisons, c'est ça... on va dire, c'est ce qui doit être fait, c'est ça, même la volonté presque divine, donc il n'y a pas de contestation possible, donc on reste focus. Pourtant, en écoutant, on peut aussi être influencé positivement, on peut aussi contribuer à faire évoluer les choses dans le bon sens. Donc j'espère que justement ça ne va rester qu'une formule comme ça. Il ne faut surtout pas que le Premier ministre se bouche les oreilles. Au contraire, il faut qu'il continue à tendre la main aux Guinéens, parce que il faut toujours avoir le sens de l'écoute. Pour qu'on puisse sortir de cette transition de manière apaisée. De manière à ce que, pour le bonheur du peuple de Guinée. Pour le bonheur du peuple de Guinée, en attendant que la régie nous appelle donc Abdul Sako qui va intervenir tout à l'heure sur ce pont, parce que le Premier ministre aussi s'est prononcé sur la mise en place d'un autre dialogue, et quand il dit qu'il va se référer à ce sujet, et tout de suite, donc, lui, il a réagi. Je pense que parallèlement, il était en conférence de presse quelque part, on me dit à la maison de la presse. En attendant donc la régie appelle Abdul Sako. Oui, c'est Keita. Vous étiez donc là-bas. Alors, quand il a dit ça, qu'est-ce que vous avez compris? Alors, premièrement, avant justement de dire un mot sur ça, c'est que on commence à nous habituer à des concepts. Je ne dirais pas que c'est des concepts creux, mais pour moi, c'est des concepts conflictueux. C'est-à-dire, on s'accroche à des mots pour vraiment peut-être se maintenir. Quand on nous dit qu'on va nous offrir une constitution qui nous ressemble, qui nous rassemble et qui résiste au temps, c'est un problème. Est-ce que le problème c'était la constitution ou ceux qui étaient aux affaires? Parce que vous allez mettre en place, peu importe ce que vous allez mettre en place, si les hommes qui viennent décident de faire de cette constitution du chiffon, eh bien c'est clair que ça va être problématique. La charte que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui l'avons rédigée. On nous a imposé une charte. Le contenu, on ne va pas dire que ça a été accepté, mais en tout cas, on l'a tous vu et puis tout le monde s'est laissé faire. Mais est-ce que son contenu pose problème? Je dirais en tout cas en partie non. Mais pourquoi aujourd'hui, malgré la présence de cette charte, on se retrouve dans les mêmes pratiques qu'on dénonçait de par le passé? Parce qu'on est en train justement de faire les choses qui sont contraires aux engagements ou à ceux qui se retrouvent dans cette constitution-là. Et l'impression qu'on est en train de donner, pour moi, pendant cette transition, et qui me paraît très très dangereux, c'est quand on donne l'impression que c'est maintenant on peut tout faire, ou on peut, si vous voulez, créer la Guinée, ou on peut, si vous voulez, mettre le pays sur les rails, où tout doit, c'est de la base, c'est maintenant, on va la mettre. Ça, c'est un problème. Nous sommes dans un processus. L'État, c'est un processus. Nous sommes en transition. On a estimé qu'aujourd'hui, la meilleure façon d'aller vers une situation normale, c'est de choisir des personnes qui sont neutres, des personnes qui n'ont qu'un seul objectif, faire en sorte que le retour à l'ordre constitutionnel se passe dans les meilleures conditions, c'est-à-dire l'inclusivité, la transparence, mais aussi la crédibilité. C'est cela leur mission. La gestion maintenant des affaires courantes, ça se fait bien évidemment en imprimant une certaine garantie, une certaine transparence, une certaine moralité, moraliser la gestion de la chose publique jusqu'à ce qu'on arrive à un gouvernement, à un régime civil. C'est de cela qu'il s'agit.
On ne demande pas à un gouvernement de transition de développer un pays. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que premièrement, il n'a pas la légitimité. Et deuxièmement, non seulement ils arrivent à un moment où les besoins sont tels qu'il faudrait que ça soit... Il y a vraiment des préalables. D'accord, il y a des préalables. Je pense que, comme l'autre est en ligne... Oui, on va aller avec Abdul Sako, qui est en ligne, coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, sur cet autre pan de la sortie de M. Bahouri. Il s'agit de la mise en place d'un dialogue social. Abdul Sako, on va aller à la régie. On refait le monde, l'invité. Monsieur Sako, bonsoir. Abdul Sako, bonsoir. Alors, ça crache là. Ça va être compliqué, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Abdul Sako, bonsoir. Est-ce qu'il est là? Abdul Sako, bonsoir. Ça va m'étonner, hein. Ça va être compliqué. C'est ce que je disais, le monde va l'apprendre. On va raccrocher, peut-être la régie va raccrocher. Ouais, ça va m'étonner. Encore, Abdul Sako. On est brouillé jusque dans la cour. Appelez, au moins les gens ont eu la preuve. Jusque dans le studio. Tout à l'heure, j'étais obligé de sortir, aller jusque dans la boutique. Mais bien sûr. Pour pouvoir appeler. 100 mètres d'ici, oui, pour pouvoir appeler. C'est compréhensible. Alors, donc, pour revenir sur ce que je suis en train de dire. Il faut que l'on s'entende. Ils ont des équipements là-bas. Mais en tout cas, on a envie de comprendre. Mais je te dis même le réseau. Ça sort. C'est extraordinaire. Voilà, heureusement, l'opinion est informée. Alors, ce que je suis en train de dire, il faudrait, tant qu'on sera dans l'esprit, par exemple, de personnalisation du pouvoir, ou dire, il n'y a que telle personne qui peut changer les choses, ou il faut les militaires on va tenter encore, peut-être que c'est pas si ça sera la bonne. Ça va être compliqué. Avec votre permission, Abdul Sako, bonsoir. Monsieur Sako? Oui, vous me recevez? Aujourd'hui, c'est autre chose. Hein. Ça ne marchera pas. Oui, aujourd'hui, c'est même pas la peine de se fatiguer. Avec ce qu'on voit dans ce studio, ça passe pas. Ça ne va pas marcher. C'est incroyable. Ouais, bon, s'il n'est pas loin, il peut nous joindre dans ce studio, M. Sako. C'est quand même triste, si M. Sako n'est pas loin, il peut nous joindre donc dans ce studio pour qu'on puisse en débattre. Là, il n'y a pas que les ondes qui sont brouillées. Ça, chez nous, c'est pas... Et même l'entourage est beaucoup impacté. Oui, j'ai vu vous êtes à côté des Dioma. Dommage collatéral, vous subissez ce que nous subissons ici. Pour Internet aussi, c'est la même chose. C'est pareil, que ce soit les appels Internet, c'est pareil. Il y a une dame qui m'a dit tout à l'heure que son mari lui a dit non, mais c'est... Voilà, et pendant ce temps, on nous parle de l'association des consommateurs. Je ne sais pas, il s'agit maintenant de quel c'est autre chose. Mais par contre, pour revenir, sur ce qui a été dit, il faut qu'on essaie d'accepter que l'État, c'est la refondation dont on passe, c'est tout un processus. Ça peut prendre du temps. Il faut toujours faire en sorte, ce qu'on demande à une équipe de transition, c'est de veiller à ce que tout se passe, le retour à l'ordre constitutionnel se passe convenablement, de façon inclusive, et que, c'est-à-dire cette transition vraiment, je dis, en fait, le minimum de principes basiques en la matière soit respecté. C'est ce qu'on demande. Le général Mamadi Doumbouya n'a pas la baguette magique de développer la Guinée pendant cette période de transition parce qu'il ne peut pas. Et ça devrait, en fait, lui-même, il devrait se faciliter les choses pour se décharger un peu. Si vous voyez, il y a des réclamations sociales aujourd'hui, c'est parce qu'on a donné l'impression qu'on est là aussi pour développer. Sinon, au départ, les gens n'étaient pas exigeants sur un certain nombre de points. On se disait, vous parlez... Vous montrez aux citoyens que bien vous êtes là pour ça. Quand vous dites que votre objectif est de donner l'eau et le courant, on va vous réclamer l'eau et le courant. Quand vous dites notre mission est de doter le pays d'infrastructures, on va vous demander des infrastructures. Ça vous fait plusieurs charges alors que vous n'avez pas suffisamment... Notre mission et vous n'avez pas suffisamment d'entrée d'argent. Et ça va devenir compliqué. Mais vous vous déchargez, vous dites notre mission principale, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Les autres, c'est une gestion des affaires courantes que nous essayons de faire à notre manière. Quand vous dites ça, vous avez moins de problèmes et les gens vous comprennent. Mais là, on a l'impression qu'on est dans une situation normale, avec un régime, si vous voulez, peut-être civil ou élu. Et donc les choses, c'est comme ça, et les revendications, ça va crescendo. Il faut que le Premier ministre lui-même, il comprenne
que leur prévision de dire qu'il faut qu'on mette une base qui permettra à la Guinée de résister pendant 60 ans ou plus de 60 ans, ça c'est un problème. Il ne faut pas qu'on se perde un peu dans nos missions. Le Premier ministre n'a qu'à d'abord veiller à ce qu'il y ait un dialogue inclusif. C'est fondamental. Lui-même, il l'a dit. Qu'il n'est pas facile de réunir tout le monde. C'est un problème. C'est vrai, on va dire, il y a des difficultés. Mais lui, il doit parvenir. Il doit parvenir. Je ne dis pas à faire adhérer tout le monde à sa vision. Mais il faut réunir tout le monde. Il faut mettre en place un cadre de dialogue inclusif. Que les choses se discutent. C'est-à-dire, parce que ce qui est compliqué, si vous programmez un dialogue, et vous le videz de son sens en prenant des décisions sur lesquelles, les décisions sur des questions qui devraient être débattues, vous videz la rencontre de son sens. Si par exemple on dit il faut discuter de la durée, vous avez déjà dit que 2015 c'est l'année idéale. C'est un problème parce qu'après on va supposer que cela a été. J'ai vu le Premier ministre aujourd'hui très mal à l'aise sur certaines questions, notamment sur la durée. Des questions gênantes. Sur la durée. Non, ce ne sont pas des questions gênantes. Sur la durée, par exemple, de la transition. Tabou. C'est déjà asymptomatique de quelque chose. Il y a même une fille, la dernière... Non, Ndoye. Lorsque vous demandez à quand la fin de la transition, c'est-à-dire, est-ce qu'à partir du 31 décembre, on va dire que ça va trouver que toutes les élections sont organisées? Vous dites, on va se mettre au travail. Non, ce n'est pas ce qu'on a envie de t'entendre. Est-ce que oui ou non, on pourra tout mettre en place avant le 31 décembre? D'accord. La question n'a jamais été répondue. D'accord, on va aller, à défaut qu'on ait Abou Sako sur l'autre sujet. L'autre pan donc, de l'intervention de la conférence de presse de M. Bahouri, Amadou Riba, donc Bahouri pour les intimes, Premier ministre chef du gouvernement, sur la mise en place d'un nouveau dialogue social. Eh bien, le patron de la primature dit qu'il va se référer. Ou bien, Alpha Mamadou, c'est ce qu'il a dit, non? Qu'est-ce que ça vous dit quand il dit qu'il va se référer? Il le dit, moi je pense qu'il va revenir là-dessus, dans la mesure où, très logiquement, que M. Bahouri va essayer d'attendre. On va attendre janvier pour appeler les gens pour négocier, recommencer à zéro. C'est l'objectif inacceptable. Je pense que la classe politique elle est assez mûre pour ne pas pouvoir accepter une telle situation. Bon, après tout, qu'elle est obligée de négocier. Donc le retard serait quelque chose d'acquis pour la République de Guinée. Parce que quand M. Keita disait tout à l'heure qu'ils n'ont pas d'argent, et quand vous regardez le calcul et l'encaissement d'argent qu'ils ont obtenu, Alpha Condé n'a pas mieux obtenu quoi. Par rapport à des financements, ils en ont beaucoup eu par rapport à un régime. Normalement, vous pouvez voir, il y a beaucoup d'argent dans la caisse. Mais ce n'est pas comparable. Non, écoutez, pendant l'intervalle du temps, ils en ont beaucoup reçu. La seule chose qu'ils n'ont pas reçu. Il suffit de voir le budget, le financement extérieur. sont réduits. Et mieux, il y a des annonces aussi qui n'ont jamais... Ils ont reçu pour la Banque mondiale, ils ont reçu l'aide des États-Unis, ils ont beaucoup d'argent, il faut le rappeler. Et que si, par exemple, sur des questions de savoir aujourd'hui, est-ce qu'ils vont relancer, puisque c'est de ça dont il s'agit, le dialogue politique, ils vont le relancer, mais pas maintenant. Ils vont attendre à la dernière minute et l'utiliser comme la dernière... ils vont lancer ça dans la dernière bataille pour dire attention, c'est vrai, après tout, il faut négocier ça entre Guinéens. Et très malheureusement, dans ce circuit, on va utiliser comme pont les religieux qui ne sont utiles que pour permettre aux gouvernants de faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment très malheureux que nos hommes religieux ne puissent pas quand même, comme au Sénégal, se démarquer pour dire voilà, qu'est-ce qu'il faut, il ne faudrait pas revenir sur les mêmes questions. Moi, si je suis politicien ou un homme de la société civile, je ne négocierai jamais avec nos hommes religieux, puisque regardez, ils commencent, ils ne terminent jamais. Donc il faudrait aujourd'hui, parce que vous savez que la dernière négociation, si vous vous rappelez, les religieux avaient déposé un mémorandum qui n'a pas été respecté par l'autre partie, qui est le gouvernement, mais ils n'ont pas dénoncé, ils se sont tus. Et quand il s'agit de dire, bon, écoutez, nous sommes des religieux, nous faisons de la facilitation. Il faut que nos religieux arrêtent de faire des facilitations. Il faut de temps en temps qu'ils décident. Il ne peut pas changer grand chose dans ces questions, mais il faudrait qu'ils disent, ah là, sur ce point-là, qui bloque ceci, qui bloque cela. Mais aujourd'hui, on est dans cette tournure très compliquée pour la République de Guinée et que aujourd'hui, les négociations vont reprendre dans des manifestations
puisqu'en 2025, il faut s'assurer que le 1er janvier 2025, ça ne va pas être facile si le gouvernement, le CNRD, venait à décider de se maintenir. Et ça, ce n'est pas bon pour la Guinée, ce n'est pas bon même pour le CNRD, puisque les indicateurs du développement seront touchés. Et avec les manifestations, les bruits, le pays va reculer. Bon, aujourd'hui, c'est très mauvais, mais ça sent mieux, puisque vous savez que les prix c'est vrai que ça monte un peu, mais c'est un peu plus stable, parce qu'il faut rappeler qu'ils ne subventionnent pas le riz, mais le riz est un peu stable. Ça, quand même, sur le plan économique, c'est une bonne chose pour un gouvernement qui ne subventionne pas quelque chose, mais qui ne monte pas beaucoup. Ça veut dire que les indicateurs ne sont pas assez mauvais, et peut-être pour ces indicateurs, la Guinée n'est plus un pays développé. On ne sait pas comment, avec l'opinion internationale, ils ont quitté d'un État sous-développé à un État devenu intermédiaire, mais ça, on ne comprend pas. Mais en tout cas, nous, on est resté sous-développé, on ne sait pas qui s'est passé. Mais il y en a qui se développent dans notre sous-développement. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Ça, tu as raison, mais objectivement. Comme qui? Alors, il y a d'autres qui se développent, les gouvernants, ceux qui sont dans des positions, dans des postures. Ça, quand même, il y a un développement pour ces gens-là. Mais la majorité des Guinéens souffrent, et je ne sais pas si c'est eux qui tirent le diable par la queue, c'est la queue qui est en train de les tirer, je ne sais pas. Objectivement, ce que j'ai envie de dire pour terminer, en Guinée aujourd'hui, il faudrait savoir qu'ils ne feront pas appel à des négociations. Ils vont attendre, il faut s'attendre vers septembre, octobre, qu'on commence à appeler l'opposition. Merci Alpha Mamadou Baïla sur la question aussi. On va repartir au niveau du stand pour voir au niveau de la régie, pour voir aussi si ça va passer avec cette fois-ci le directeur général des Guinéens de l'étranger, Mamadou Saïtou Bari. Et sur cette situation, cette autre situation, situation de détresse des Guinéens en Égypte. Beaucoup d'entre eux même d'ailleurs ont manifesté la candidature pour le rapatriement. Oui, Baïla. Oui, j'aime bien les proverbes de Diallo. Ils sont très intéressants. Non, bon, le dialogue, de toutes les façons, le dialogue, évidemment, s'il a dit, je n'ai pas suivi cette partie. En tout cas, j'ai écouté d'ailleurs la conférence de presse, mais je ne sais pas, je n'ai pas l'extrait où il dit qu'il va se référer au président par rapport au dialogue. Je n'ai pas fait attention, donc je ne sais pas exactement c'était sur quel pan il a dit cela. On lui avait demandé à quand en fait, à quand la mise en place bien évidemment de ce dialogue, parce que c'est lui-même qui l'avait évoqué de passage, qu'il faut un dialogue inclusif pour discuter des questions, voilà, et c'est après quand on lui a demandé à quand, donc c'est en ce moment où lui-même il a dit il va falloir ce qui est logique, il va falloir il va mettre des choses en place, il va se référer et puis voilà. Ok, donc vivement ce dialogue, tout simplement, mais bon, j'espère que de toutes les façons, il y a eu déjà plusieurs dialogues ont été annoncés. Qu'est-ce qui nous garantit que ce dialogue-ci sera le bon? Je pense que on va attendre que ce dialogue commence, qu'on voie ce qu'il en sort pour pouvoir analyser. À ce stade, ça ne reste encore que on va dire une volonté, et c'est évident, il faut qu'on dialogue, c'est la palissade, c'est clair, il faut un cadre de dialogue vu qu'on est dans une transition, mais comment ce cadre est mis en place, avec quels acteurs, pour quelles questions exactement. Déjà, effectivement, aujourd'hui, la Constitution, on ne sait pas elle est à quel niveau. On entend, on nous sort des bribes de cette Constitution, avec des comment on appelle, des parties aussi importantes que la forme législative, la représentation nationale. Donc on nous annonce un parlement bicaméral. Maintenant, est-ce que aujourd'hui... Ça aussi, il faut expliquer ça, bicaméral, c'est quoi? Deux chambres, un parlement à deux chambres. Mais les gens ont besoin de comprendre, il faut vulgariser ça, il faut expliquer à la bien nationale. Non, déjà, il faut... Parce que même le vendeur de piment, il doit se retrouver là-dedans. Oui, c'est le vendeur de piment qui a fait la Constitution, là. Débat citoyen. Voilà, c'est comme ça que la Constitution a été écrite. Ah bon? Oui, c'est ça. C'est sur ce truc-là ça a été fait, malheureusement. Oui, allez-y, Baïla, allez-y. Oui, donc, il me perturbe là. Allez-y, Baïla. Donc, c'est ça. Donc, le dialogue, on dialogue autour des choses
justement importante pour sortir. Est-ce que à ce stade, je ne sais même plus si à ce stade, en réalité, on doit parler de dialogue. Et si on parle de dialogue, est-ce que c'est pourquoi? Est-ce que justement c'est pour dialoguer peut-être maintenant sur les termes de la transition, sur le délai, ou bien parce qu'aujourd'hui, institutionnellement parlant, si la constitution est pratiquement rédigée, on va vers les élections, il y a déjà eu les assises, il y a eu plusieurs recommandations. Déjà, l'autre dialogue, il y a eu plusieurs recommandations. Ces recommandations, est-ce qu'elles ont déjà été mises en œuvre? Est-ce qu'on doit les mettre à la poubelle? Donc, il y a plein de questions comme ça qui se posent au sujet de ce dialogue. Après, la culture du dialogue, c'est vrai, le Premier ministre a déjà tensé quelque part quelques personnes qui doivent participer à ce dialogue en les pointant du doigt pour avoir justement retardé quelque part, avoir été de mauvaise foi. Est-ce que tout ça est de nature justement à justement amener ce dialogue? Je ne suis pas sûr. Donc malheureusement sur cette question aussi du dialogue, je reste pessimiste. Oui. Je reste sur ma faim. Vous restez sur votre faim, vous restez pessimiste. Disons que j'attends de voir. Oui, voilà. J'attendais de voir donc le dernier sujet, c'est concernant la situation donc des Guinéens de l'étranger en Égypte. On est en train là aussi, c'est Keita. Oui, mais je ne me suis pas de tenter sur ce point, si tu permets. Ah, d'accord, si tu permets, parce que c'est quand même c'est important. Et ça me ramène même à revenir sur cette question qui lui avait été posée concernant, bien évidemment, le référendum. Le président lui-même nous avait promis la nouvelle constitution en début d'année, donc de cette année-là. Ouais. Et vous savez, le premier trimestre. Voilà, le premier trimestre. Et le président du CNT, lui, il a parlé de ça au moins plus de 3 fois. Chaque année, d'ailleurs, il en parle. Mais après, où nous en sommes? Et ça pose un sérieux problème. Parce que ce qui n'avait pas été intégré dans le discours, ou ce qu'on n'a pas tenu, c'est que le président lui-même, il n'a pas mesuré avant de tenir ce propos-là, c'est que le référendum, c'est une élection. C'est l'aspect là qui n'avait pas été intégré. C'est-à-dire, vous dites clairement, même aujourd'hui, Baouri l'a rappelé, aller aux élections ou toiletter le fichier électoral que nous avons, c'est encore rééditer les mêmes problèmes qu'on a connus par le passé. Et donc, il a dit, il n'en est pas question. Et donc, il faut aller vers le RAVEC pour nous sortir un fichier digne de nom. C'est ce que lui-même, il a dit. Le RAVEC, quand on suit un peu ce qu'on nous a dit, c'est qu'il faut, ça va être quasiment vers la fin. Le recensement administratif à vocation état civil. Et ça va être en fin d'année. Et le président, lui, nous dit on aura la nouvelle constitution au premier trimestre de cette année. Donc, lui, il n'a pas intégré que cette élection, ce qu'on parle, la constitution dont on parle, c'est le référendum. Et pour le référendum, bien évidemment, il faut des élections. Et pour ces élections, il nous faut un fichier électoral. Lui, il est formel, il faut le RAVEC pour qu'on ait le fichier électoral. Donc, ce décalage-là, je ne sais pas. Ceux qui ont fait le discours, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'ils l'ont intégré? Ou est-ce que ça sous-entend que la situation, elle était déjà pourrie en Égypte? Il n'y a pas mieux placé pour le directeur quand même des Guinéens de l'étranger. Lui-même, la question que vous posez, il allait nous élucider, est-ce que c'est les ministres qui sont partis ou est-ce que c'est l'ambassadeur? Et c'est ça l'essence du métier du journaliste. Exactement. Mais malheureusement, on ne peut pas relayer, on ne peut pas informer. Et mieux, c'est important de l'avoir. On ne peut pas venir aussi spéculer sur un sujet aussi sensible. C'est important de l'avoir. C'est dommage. Et vous avez raison. Et même si on l'avait, combien de personnes allaient écouter par rapport à ce qu'on fait d'habitude? Mais je disais, la situation d'Oï, elle était déjà pourrie depuis un bon moment. On en a parlé dans le grand oral ici. On a même eu des témoignages. Il y en a qui ont fait des vidéos. En Égypte, il y a des Guinéens même qui étaient persécutés à un moment donné. Il y en a qui s'étaient enfermés, qui ne pouvaient pas sortir et qui ont appelé à ce qu'on aille les chercher. Ça a été dit. Et le Premier ministre même, aujourd'hui, dans son discours, a cité un certain nombre de pays où on a des Guinéens qui voudraient être rapatriés ou en tout cas qui se retrouvent dans des situations très compliquées en Italie, en Égypte. Lui-même, il a cité ces pays-là. Donc, c'était important de l'avoir. Est-ce que vous pouvez accepter que je vous appuie sur ce que vous dites? En 2019, quand on était en Égypte pour la CAN, le dernier match de la Guinée, de la CAN 2019, que la Guinée a opéré, la Guinée a été battue par l'Algérie sur le score de 3-0. Vous vous rappelez, non? Bien sûr. Le même jour, ce jour-là, j'étais là au stade. Au sortir, quand on est sorti, le match était terminé, quand on est sorti sur place,
le même jour se passe, cette même nuit, un Guinéen a été assassiné. Là où a été assassiné, on a été informé. Voilà, on m'a fait comprendre que M. Barry est là. On va essayer de partir avec lui donc au stand. Le DG des Guinéens de l'étranger. On refait le monde, l'invité. Monsieur Barry, bonsoir. Monsieur Barry, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, bonsoir, là c'est bien. Là, on a vraiment la chance. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur général des Guinéens de l'étranger. Nous vous appelons par rapport à cette situation de nos compatriotes qui se trouvent dans une situation de détresse en Égypte. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bonsoir à l'équipe de Guillaume, bonsoir à vos milieux auditeurs. En fait, comme vous le savez, c'est une question, comme tant d'autres pays, c'est une question interne de la République d'Égypte. En fait, ils ont comme principe envisagé de faire un contrôle sur les étrangers au niveau de leur territoire. Et c'est dans ce cadre-là que, comme tout autre étranger, à l'instar des Guinéens et autres, donc ils sont en train de faire ce contrôle et savoir combien des étrangers sont là et comment ils sont, quels sont ceux qui sont à jour, quels sont ceux qui ne sont pas. Et c'est dans ce contexte que nos compatriotes aussi font partie de ce processus de contrôle en cours. Alors, donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a appris concernant l'assassinat d'un Guinéen, je ne sais pas si, d'un Égyptien, je ne sais pas si c'est à Kissidougou là. Non, ça n'a rien à voir avec une question de ciblage, pas du tout. C'est une question de contrôle interne que le pays a envisagé selon les règles et les principes de tout pays, qui à un moment donné s'arrête pour s'informer de la situation interne. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ils sont, depuis novembre 2023, ils ont commencé ce contrôle. Et c'est un contrôle qui cible l'ensemble des étrangers qui sont au niveau du pays. Parce que vous avez constaté, ils dénombrent plus de 9 millions d'étrangers en Égypte. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ils sont en train de faire le contrôle. Ça n'a rien de ciblage, ni de pays, ni d'ethnie, ni de personne. D'accord. Alors, mais c'est l'autre aspect qu'on pourrait évoquer. C'est vrai, quand vous vivez sur le territoire des deux autres, il faut vous conformer aux règles de ce pays. Mais on a vu des vidéos des Guinéens, même des Guinéennes qui nous ont envoyé, qui nous ont fait parvenir leur situation. Elles ont été agressées même dans leur maison. On a vu un peu les impacts. On les a vu pleurer pour dire qu'elles veulent rentrer parce qu'ils sont séquestrés, les Guinéens vivant là-bas. Est-ce que ça, par contre, ce n'est pas un problème? Bon, écoutez, vous savez, ce que vous dites, bon, ça n'engage que vous, mais ce que moi je sais de façon officielle, notre pays a déjà inscrit dans sa feuille de route comme priorité au niveau du gouvernement la protection de toute la diaspora, ou disons de tous nos compatriotes partout où ils vivent. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Égypte, ce qui... Parce qu'envoqué, vous avez gâté, mais invité, c'est plus diplomatique. Ça se comprend. Merci à vous, Sékou Keïta. Merci, Baïla Amadou Traoré. En tout cas, ce n'est pas le ministre qui s'est... Oui, justement, vous êtes satisfait, non? C'était votre inquiétude. Très satisfait. Merci à vous, Alpha Mamadou Diallo. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Ndoye Cheikh Salibou était là pour vous servir. On se reprend lundi. Ça sera donc, bien sûr, le 14 mai 2024. Le propriétaire du jour à venir le bien. Et on se quitte et à la semaine prochaine. 13 autant pour moi. Donc, merci à toutes et à tous. Bon week-end. Au revoir.